Attends, est-ce que ça shoot? Parce que sinon je vais avoir l'air fine. Yes, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous montrer toutes mes acquisitions du mois de février. Je vais commencer par le livre que j'ai acheté à Marius là pour ce mois-ci. Je vous le montre tout de suite, comme ça je peux aller lui redonner et il sera content, il pourra le regarder en attendant que je revienne dans le salon. Ce livre, c'est un album qui s'appelle Louise et les monstres du soir, donc c'est dessiné par Lucy Fleming, qui a déjà illustré comme ça bon nombre d'albums pour les enfants. Alors ils n'ont pas tous été traduits et publiés en français, mais il y en a 2 ou 3 je crois qui sont comme ça sortis en français. Moi j'aime énormément son coup de crayon, il est très rond, très mignon, ce sont de chouettes albums joliment colorisés avec des couleurs assez péchues. Et on a une héroïne qui est métisse, je trouve ça chouette parce que ça change. Et évidemment, comme elle s'appelle Louise, bah, ça rajoute un sacré plus pour moi à l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'acheter cet album à Marius? Tout simplement parce qu'il commence à verbaliser le fait qu'il a peur du loup. Mais je pense que c'est de notre faute, hein, c'est pas venu tout seul. On a quelques albums avec un loup qui essaie de manger des lapins, donc forcément ça commence à cogiter là-dedans. Donc on a voulu dire mais non Marius, le loup il est dans le livre, il va pas en sortir, le loup il est gentil, il préfère manger des gâteaux que les lapins dans l'histoire, bref voilà. Et il a quand même peur que le loup le mange. Donc je me suis dit bon, on va essayer d'acheter un album comme ça sur eh bien, tout ce qui est peur des créatures imaginaires, la peur de se mettre au lit parce qu'il y a la nuit et que c'est synonyme de frayeur, d'inconnu, voilà. Et en fait j'aime beaucoup cette histoire parce que cette petite fille elle a une imagination débordante et elle va voir les monstres et les créatures de ses livres surgir des livres et se matérialiser devant elle, et elle va chercher un plan d'attaque pour s'en débarrasser et arrêter d'avoir comme ça des terreurs nocturnes. Donc en tout cas ça plaît bien à Marius, mais bon après c'est peut-être aussi simplement l'attrait de la nouveauté, hein, seul le temps nous le dira, mais c'est sûr que tous les jours il nous réclame ce livre. Donc voilà pour mon petit Marius. Maintenant je vais passer au livre que j'ai choisi de m'acheter pour le mois de février, à commencer par un ouvrage graphique, donc c'est une suite de séries. J'ai pu vous dire ces derniers mois que j'adore la série L'Atelier des sorciers. Pourtant, c'est pas forcément le style de manga que j'ai l'habitude et que j'apprécie spécialement lire. Mais voilà, je suis tombée sous le charme de ce coup de crayon, de ces dessins et surtout de cette histoire. Avec cette idée que on peut eh bien lancer des sorts simplement en les dessinant, et donc on a une petite sorcière qui n'est pas née sorcière mais qui rêve de devenir sorcière et qui va le devenir, notamment parce qu'elle a pour but de sauver sa mère qui a été pétrifiée, qui a été changée en statue. Et puis il y a tout un complot qu'on sent qui commence à avoir de plus en plus d'importance au fil que les tomes avancent. Bref, c'est passionnant. J'adore suivre Coco et toutes ses copines et oh là là. C'est une histoire absolument magnifique. Alors je suis pas tout à fait à jour, hein. Là je vous montre le tome 4, il y en a 7 ou 8 pour le moment qui sont sortis et ça n'arrête pas, je sais pas du tout combien il y aura de tomes en tout, mais c'est franchement une série de mangas qui est chère à mon cœur et que je lis de manière assez régulière. Je vais passer à un roman, un Virginie Grimaldi. J'ai pour habitude de m'acheter tous ces livres en poche. Celui-ci est sorti il y a quelques mois, donc il me le fallait. C'est Quand nos souvenirs viendront danser. De cet auteur j'en ai lu 2 et pour le moment je sais pas trop sur quel pied danser avec elle, dans le sens où son tout premier m'avait laissé un petit peu froide. C'était sympa mais c'était pas non plus la lecture de l'année. C'était Le premier jour du reste de ma vie, avec une quarantenaire qui plaquait son mari et qui embarquait dans une croisière pour faire le tour du monde et faire un point sur sa vie, voilà. Et alors par contre son second, puisque vous le savez, moi je suis un peu toquée, il faut que je lise les livres dans l'ordre de parution, hein, parce que sinon voilà. Donc le deuxième que j'ai pu lire, par contre ça m'avait valu un coup de cœur l'année dernière, c'est le Tu comprendras quand tu seras plus grande.
l'histoire d'une femme qui part travailler en tant que psychologue dans une maison de retraite et qui se retrouve confrontée à toutes ces personnes âgées, elle qui déteste les personnes âgées. Celui-là, ça va pas être le prochain que je vais lire hein, puisque c'est son tout dernier. On va suivre une personne assez âgée qui s'appelle Marceline, qui a une maison impasse des Colibris et coup de théâtre, le maire annonce qu'il va raser toutes les maisons de l'impasse pour construire je ne sais quel complexe, voilà. Et évidemment, Marceline et tous les habitants aux alentours eh bien, vont se rebeller et fomenter une petite révolution pour empêcher le projet d'aboutir, puisque c'est toute leur histoire, toute leur existence qui se retrouve ainsi menacée, tous leurs souvenirs, puisque ça fait à peu près 63 ans que Marceline vit impasse des Colibris. Donc vu que ça aborde comme ça des personnes d'un certain âge en tant que personnages principaux, je suis sûre et certaine que ça va me toucher parce que ça fait bizarre de dire ça, mais moi j'aime bien les récits qui mettent en scène des personnes d'un certain âge. Je suis toujours un peu plus émue que lorsque ce sont des protagonistes plus jeunes qu'on met en scène. Voilà. Donc je suis persuadée que cette lecture en tout cas saura me convaincre le moment venu. Je me suis pris le tome 3 de L'Assassin Royal de Robin Hobb chez J'ai lu, donc c'est la nouvelle édition, puisque ça a été réédité comme ça à plusieurs reprises. Moi j'aime beaucoup cette édition parce qu'elle a une jolie couverture, mais franchement ça s'arrête là, puisque je ne sais pas ce qu'il en est de ces tomes suivants. Je n'ai lu que le premier en fin d'année dernière qui m'avait valu, je le rappelle, un énorme coup de cœur, mais j'avais quand même noté qu'en étant hyper objective, cette édition était un désastre absolu, puisqu'il y avait coquille sur coquille, faute de frappe en fait, hein. C'était horrible. J'ai essayé de faire abstraction, franchement pas le choix, mais ça rendait ma lecture parfois assez hachée en me disant oh la vache, là ça va pas, là ça va pas. Je ne sais pas du tout comment sont les tomes suivants. Si vous avez envie de vous lancer dans la série, préférez peut-être une ancienne édition plutôt que celle-ci. Mais en tout cas, le récit en tant que tel est génial. On découvre Fitz, qui est le bâtard d'un prince nommé Chevalerie, qui est désormais mort, et qui va être emmené à la cour quand il a une poignée d'années par son grand-père, et il va recevoir une éducation, alors pas forcément une éducation princière, oui, il va avoir voilà, des notions en musique, en étiquette, etc. Mais il va surtout recevoir une éducation d'assassin pour devenir eh bien, la main droite du roi, puisque le roi est persuadé que se mettre un bâtard dans la poche, c'est éviter qu'il ne vous mette un coup de couteau dans le dos quand il sera en âge de prétendre potentiellement à la couronne. Voilà. Alors le premier tome revenait sur sa jeunesse, son adolescence, ses toutes premières années en tant qu'homme, et on suivait son entraînement. Donc voilà, moi j'ai été complètement sous le charme, vous le savez, de ce premier tome, et depuis je les veux tous. Le tome 2 m'avait été offert par Marie en décembre dernier. J'avais été extrêmement touchée par ce petit cadeau, mais je compte pas m'arrêter là, moi il me faut les autres tomes. Je me suis donc pris ce tome 3. Il y a 3 ans de ça, j'ai découvert Sarah Crossan avec son roman Inséparable. Pour moi ça a été un petit ovni de découvrir ce roman, dans le sens où j'avais jamais lu de roman dans ce genre-là. C'est un roman qui est écrit en vers libre, des vers libres qui sont traduits par Clémentine Beauvais. Elle traduit comme ça absolument tous les romans de Sarah Crossan. Et Inséparable, c'était une histoire absolument hallucinante et très touchante de sœurs siamoises. Et je me rappelle que j'ai terminé ma lecture en étant au bord des larmes. On était en vacances en Sardaigne à l'époque, on n'avait pas encore les enfants. Et je me rappellerai toujours en fait du contexte de ma lecture, de cette lecture-là en particulier. Et je n'ai pas osé depuis tout ce temps me lancer dans un autre roman de l'auteur, tellement j'ai ressenti d'émotions. Enfin, c'est assez paradoxal, j'ai adoré ma lecture, mais elle m'a tellement tourneboulée que ça m'a fait peur de lire ses autres livres. Et je me suis dit, bon allez quand même, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça fait 3 ans, tu vas peut-être t'y remettre maintenant. Donc c'est pour ça que je vous montre Swimming Pool, qui est... Alors c'est pas le deuxième livre de l'auteur, parce qu'avant d'écrire Inséparable, elle avait déjà écrit une duologie ou une trilogie je crois, mais dans un tout autre registre. C'était de la dystopie il me semble. Mais là on reste dans cet univers-là très poétique, d'un texte écrit en vers libre.
Et là pour le coup c'est son deuxième. On va suivre une jeune polonaise qui va partir vivre avec ses parents en Angleterre et elle va être assez perturbée puisque son père va quitter du jour au lendemain le domicile familial et la jeune fille va passer ses soirées à essayer de le chercher et ses journées dans un club de natation dans lequel elle s'est inscrite. Voilà, donc la natation a l'air d'occuper une place absolument prépondérante dans cette histoire. Encore une fois, je n'en sais pas plus, mais voilà, j'espère que le moment venu, j'aurai le déclic pour me lancer dans ce livre-là. Je me suis ensuite pris une suite et fin de série. J'ai lu le premier tome du Gang des prodiges il y a au moins 2 ans, je dirais, peut-être 2-3 ans maintenant. Et je l'avais adoré et j'ai laissé traîner mais trop longtemps dans ma pile à lire le tome 2. Donc là je me suis dit allez, je vais m'acheter le tome 3, ça va peut-être accélérer le mouvement. Je sais plus si je l'ai dit mais c'est écrit par Marissa Meyer que l'on connaît pour la plupart d'entre nous grâce à ses chroniques lunaires que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'avais pas du tout aimé en revanche son one shot, c'était Heartless je crois. Mais alors par contre le Gang des prodiges c'est très chouette. Ce qui est assez étonnant quand on me connaît et quand on sait que j'aime pas du tout les histoires avec des super héros, super héroïnes, tout ce qui est film Marvel etc. Très peu pour moi, c'est pas franchement mon délire, enfin voilà. Mais alors par contre étonnamment le premier tome il a glissé mais tout seul. Si il est là. Il est là ton doudou mon cher, viens le prendre. Coucou tout le monde, coucou le public. Coucou. Non, j'ai pas fini mon cher. Bon, pour vous résumer cette histoire, il y a un groupe de super-héros qui se font appeler les renégats, qui ont vaincu des super vilains il y a une dizaine d'années et depuis, il n'y a plus de super vilains ou alors les derniers ils se terrent piteusement, voilà. Et notre héroïne, elle s'appelle Nova, c'est une fille de super vilain qui cherche à se venger des renégats parce qu'ils ont assassiné froidement sa famille et du coup elle va décider de se faire passer pour une renégate pour les infiltrer de l'intérieur et pouvoir les venger. J'avais adoré dans le premier tome tout l'aspect compétition pour essayer d'intégrer les rangs des renégats. J'avais trouvé ça passionnant, j'avais trouvé ça super bien écrit, très dynamique, etc. Bref, le premier tome m'avait franchement vraiment convaincue et là plus je vous en parle, plus je me dis je me donne moi-même très envie de lire la suite. Bon, en tout cas, voilà, j'ai maintenant le dernier tome dans ma pile à lire, autant vous dire que je n'ai plus d'excuses. Alors vous me dites parfois que je vous influence pour l'achat de tel ou tel livre et j'en suis très contente parce que ça veut dire que eh bien, je vous en parle bien et que je vous donne envie de lire ces livres qui m'ont le plus convaincue, donc je suis très heureuse. Moi c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour partager mes coups de cœur avec vous, mais moi-même je me fais influencer parce que moi-même je suis des comptes qui présentent des livres. Alors pas beaucoup sur YouTube, mais par contre sur Instagram, oui, je suis davantage de comptes lecture. Et bref, tout ça pour vous dire que j'ai craqué pour ce magnifique livre graphique, cette superbe bande dessinée qui s'appelle Blanc autour. Donc c'est écrit et dessiné par Wilfried Lupano et Stéphane Fer. Et j'en ai entendu parler pour la toute première fois chez Fiona de la chaîne Pretty Books. Et ensuite je l'ai vu, mais partout. Et comme c'est sur un sujet que je trouve extrêmement intéressant, pour moi qu'il est essentiel de se documenter sur ce sujet-là, à savoir tout ce qui est ségrégation raciale, je me suis dit mais banco, ce livre, il me le faut. Donc ça se passe à Boston, ça se passe 30 ans avant l'abolition de l'esclavage et en fait à Boston va être construit une école pour les jeunes filles noires, la toute première école pour jeunes filles noires. Et autant vous dire que ça va faire jaser en ville et qu'il ne va pas y avoir un accueil hyper chaleureux qui va suivre. Et alors là, je vais vous montrer, je vais vous montrer des plans d'insert, où je vous montrerai les illustrations, mais je trouve qu'il y a vraiment une identité graphique très forte dans cet ouvrage-là. J'espère succomber au charme de cette bande dessinée, mais je suis vraiment pas inquiète, encore une fois. Et il me tarde vraiment de pouvoir lire cet ouvrage que je vais déguster, mais comme un petit bonbon. En plus, à la fin, après la bande dessinée, on a un postface
assez long, je dois dire, pour nous expliquer un petit peu tout le contexte historique. Puisque cette école a réellement existé, c'est pas une histoire fictive, c'est vraiment tiré de faits réels, donc c'est d'autant plus intéressant. Alors, mon acquisition suivante, j'ai eu l'occasion de vous en parler dans une ancienne vidéo où je vous parlais en fait de livres qui étaient présents dans ma wishlist en grand format, mais dont j'attendais la sortie poche pour pouvoir les acquérir, et ce livre faisait partie de la sélection que je vous ai présentée à l'époque. C'est Le Silence d'Isra, qui est désormais, alléluia, sorti en poche chez Pocket. Et c'est écrit par une auteure qui s'appelle Etaf Rum. Dans cette histoire, on découvre Isra, qui est une Palestinienne qui va être envoyée en Amérique dans les années 90 pour un mariage arrangé, comme c'est la coutume à l'époque. Et évidemment, Isra, eh bien, elle n'a pas son mot à dire. Elle qui rêvait de faire des études eh bien, à la fac est obligée de garder le silence et de vivre sous le joug de sa tyrannique belle-mère, et elle va mettre au monde une fille, alors que voilà, son mari espérait qu'elle mette au monde un garçon. Et bien, elle a à son tour une fille qu'elle va appeler Deya. Et on va suivre après Isra, Deya, qui à 18 ans se retrouve un peu dans la même position que sa mère à l'époque, sauf que les mentalités ont changé, c'est plus eh bien, la même époque, et Deya a désormais la possibilité de tenir tête à sa famille et de faire valoir son opinion, chose que sa mère n'a pas pu faire en son temps. Je pense que ça doit être absolument passionnant. En plus, visiblement, d'après ce que j'ai compris, il y a un rapport à la littérature, comme quoi lire peut élever l'âme et sauver. Et moi, c'est une thématique que j'aime énormément retrouver dans les livres que je peux lire. Donc je pense que cette histoire a absolument tout pour me plaire et tout pour me bouleverser. Et finalement, ma dernière acquisition, ça fait pas longtemps du tout que ce livre a rejoint ma pile à lire, puisque je suis allée chercher ce livre chez Cultura. C'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Je l'ai aussi pris dans sa version poche, même si ça fait quelques années maintenant que ce livre est sorti. Alors ce livre a une histoire. En fait, j'ai super envie de lire Les Graciers. C'est un livre qui passe mais partout sur internet, qui parle d'un procès de sorcière. Et le problème, c'est que j'aime pas du tout la couverture et que là aussi j'attends sa version poche pour pouvoir craquer. Mais ça me frustre parce que je suis persuadée que je vais ressentir un coup de cœur pour ce livre. Je suis persuadée qu'il va me percuter, me heurter au plus haut point. Et du coup, ben, Un bûcher sous la neige, c'est un peu mon second choix. C'est un peu pas le livre que je me suis pris par dépit parce qu'il m'intéresse énormément, c'est la même thématique. Même si voilà, c'est pas le même pays, c'est pas forcément la même année non plus, c'est pas la même culture, bref, il y a plein de choses différentes, mais c'est quand même un livre sur un procès et sur de la sorcellerie. Et on a notre personnage principal qui s'appelle Korag, qui est accusé de sorcellerie et qui attend dans une prison putride que la neige fonde dehors pour qu'on puisse installer le bûcher qui va permettre de la brûler vive. Et il va y avoir un révérend qui vient d'Irlande qui va être envoyé pour recueillir sa confession. Et donc Korag va lui raconter son histoire, et plus le temps va passer, plus le révérend va se dire mais en fait est-ce que c'est réellement une sorcière? Ça me semble bizarre. Et en attendant, eh bien la neige commence à fondre dehors et tous deux savent que lorsqu'elle aura entièrement fondu, Korag sera mise à mort. Donc on a une espèce de compte à rebours comme ça macabre. Ça m'a l'air absolument impressionnant. Je trouve pas d'autre adjectif, mais impressionnant m'a l'air de bien se prêter à la situation. Mais voilà, c'est pas Les Graciers, mais en tout cas j'en ai déjà lu sur Livre Addict de super bons retours, donc je pense que c'est en tout cas une histoire qui saura me convaincre et qui saura me faire patienter le temps que Les Graciers sortent en poche, parce que oui, Les Graciers sortira en poche, je n'en doute pas une seule seconde. Et c'est avec ce livre que je conclus cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que eh bien, cette vidéo vous aura permis de découvrir certains titres dont vous n'aviez pas entendu parler. Et puis pour terminer,
terminé, je ne le dis jamais, mais je vais le dire pour cette fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que tout simplement, eh bien, ça m'encourage à continuer. Hein. Si vous avez vu mon dernier update lecture, vous savez de quoi je parle. Et puis voilà, ça fait vivre aussi un petit peu la chaîne, donc c'est toujours sympa et ça prend à peine quelques secondes. Je vous souhaite de passer en tout cas une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!